Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Cécile. Cécile, peux-tu te présenter ? Oui, bonjour Laurent. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Alors moi, je suis Cécile Golfier-Sall. Alors j'ai la particularité de vivre au Japon, puisque j'y suis aujourd'hui en expatriation. Mais je vis normalement, alors je suis originaire du Limousin, mais je vis à Lyon, où je reviendrai l'année prochaine. Tu vois, je suis alors pas sur la fin d'expatriation, mais je reviens en juillet 2024 vivre à Lyon. Dans la vie, je dirais normale, je suis indépendante et j'ai créé une structure qui s'appelle Nea Cellini et j'y suis formatrice professionnelle. Alors plus largement, j'aime bien aussi le terme de facilitatrice des apprentissages. Alors c'est pas que je veuille inventer absolument un nouveau métier bullshit, mais j'ai eu des rôles et des missions qui m'amènent sur d'autres terrains que ceux de la pure formation. Et j'adore ça en fait. J'adore aller chercher des nouvelles manières d'apprendre. Surtout si on apprend ensemble. Donc j'ai fait une spécialité, j'adore vraiment ça. Et tu vois, je travaille aujourd'hui pas uniquement sur la pure formation, je travaille aussi avec des communautés de pratique. Je fais un petit peu, enfin beaucoup même ça à Tokyo, on en parlera peut-être un petit peu après. Mais tu vois, c'est des choses que j'adore aller chercher sur la façon dont on apprend et dont on apprend ensemble. Et ce métier-là de la formation, je l'ai pas toujours fait. Je suis professionnelle maintenant depuis quelques années et je suis passée en fait par le CAFOC de Lyon, tu vois, où je me suis formée au métier de formatrice. Ouais. Et je formais en fait, j'ai toujours fait un petit peu ça dans mes différentes missions. Je le faisais, alors je dis de façon artisanale, je le faisais plutôt à l'instinct, tu vois. Et quand j'ai décidé vraiment de faire ce métier-là, c'était important pour moi. Alors ça l'est pas pour tout le monde, mais ça l'était vraiment pour moi, de me donner un cadre, de partir avec un socle. Vraiment sur ce métier-là. Et donc, j'ai intégré le CAFOC pour me former au métier de formateur. Et ça a été une vraie révélation. C'était vraiment un super souvenir. Et tu vois, on se voit encore, hein, pas plus tard que ce matin, j'ai retrouvé une copine de promo qui est en vacances à Tokyo. Et on s'est pris un café, on a reparlé de cette formation-là qui a été vraiment quelque chose de très important pour moi et un super tremplin pour mon métier. Et Très bien. voilà. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus, si ce n'est qu'effectivement, alors moi, je te disais, j'ai pas toujours fait ça. Je travaille depuis 20 ans. J'ai été chargée de communication dans une école d'ingénieurs. J'ai été consultante en recrutement dans les métiers de la com et du digital, et puis RH pur. Et ça a beaucoup d'influence tant sur la créativité que le travail collaboratif dans mon métier de formation aujourd'hui. Et voilà, donc ça a été vraiment aujourd'hui tout mon parcours en fait est une source d'influence qui vraiment donne une coloration à la façon dont je forme aujourd'hui et dont je transmets aujourd'hui. Voilà. Et puis aujourd'hui, oui. C'est très très bien. Alors en France, je forme des formateurs. Tu vois, il me semble que c'est une chose que l'on partage, Laurent. Oui, tout à fait. Voilà. Et ici, en fait, à Tokyo, je me suis détachée un petit peu de ça, alors pour des questions aussi pratiques, organisationnelles que culturelles. Et je copilote en fait ici un programme de formation et d'accompagnement pour des femmes entrepreneurs au sein d'un réseau professionnel francophone qui s'appelle FAGE, donc Faciliter l'ambition des femmes au Japon. Et c'est un programme de plusieurs mois que j'ai reconçu avec justement ces approches collaboratives et une approche plutôt classe inversée. Et puis vraiment un fonctionnement communautaire où on est au cœur du partage et de l'échange et de l'intelligence collective et un petit peu de digital aussi. Voilà. Et puis dernière chose, en parallèle, je suis assez bavarde. Tu l'as vu, hein, tu l'as compris. et voilà, je suis bavarde aussi sur les réseaux. Ça tombe bien, c'est un podcast. et je suis bavarde sur les réseaux sociaux aussi puisque j'anime la Minute Pédago sur LinkedIn, qui est un petit contenu, voilà, qui se veut
orienté sur la formation et la pédagogie de façon plus large, et qui se veut pratique, concret et sympa. Voilà, tu sais à peu près tout. Très bien. Alors, dis-moi, Cécile, de quoi tu veux nous parler précisément aujourd'hui? Bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on puisse peut-être effectivement parler de ce que je fais aujourd'hui à Tokyo, qui est une super expérience, où je suis partie avec une page blanche. Donc, ce programme d'accompagnement des entrepreneurs, tu vois, je m'y attendais pas du tout. C'est un joli cadeau qu'on m'a fait l'année dernière, puisque moi, comme je te le disais, moi, je forme d'habitude des formateurs. Et là, on m'a proposé d'accompagner des entrepreneurs. Donc, je me disais au départ, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Il y avait une grosse question, est-ce que je vais y arriver? Et puis, en fait, ça a été une super expérience et un très, très joli laboratoire d'expérimentation pour moi. Voilà, donc je peux t'en parler puisque la façon dont ça a été construit, dont je l'ai pris en main, ce qu'on en a fait aujourd'hui. Voilà, dis-moi si Bah, je ça crois que t'intéresse. ouais, ouais, tout à fait. C'est une belle expérience à nous partager parce que du coup, on va voir comment ton métier de formateur t'aide dans ce transfert dans le domaine de l'entrepreneuriat Oui. et qui plus est avec un public féminin. Donc, je suis tout oui, comme nos auditeurs. Voilà. Et bien en fait, ce programme-là, il existe depuis plusieurs années. Moi, j'ai rien inventé au sein de ce réseau, donc qui s'appelle Fage. Et jusque-là, moi, j'y ai participé. En fait, pour tout te dire, quand je suis arrivée à Tokyo, j'avais la volonté de développer mon activité ici. Donc, j'ai intégré ce réseau et ce programme-là, qui est un programme de 8 mois, pour développer, pour connaître, puis déjà pour le faire, pour ne pas le faire seul, et puis pour voilà, connaître du monde et travailler en réseau. Et en fait, ce programme était un programme donc qui comportait 3 heures de présentiel, d'une réunion présentielle et d'une présentation qui était faite tous les mois sur une thématique différente. Et alors, sans critique D'accord. aucune, sans critique aucune, mais c'est vrai que j'avais à la fois tous les mois, donc avec une nouvelle thématique, j'avais ce regard à la fois de participante, effectivement, qui avançait, qui recréait, qui déstructurait surtout son projet. Et puis j'avais surtout ce regard, en fait, de praticien, alors d'andragogue, pédagogue, qui se disait, mais tiens, là, on aurait pu faire ça, tiens, là, ça serait intéressant d'exploiter ça. Et là, oh là, là, j'aurais pas fait comme ça. Mais je le disais pas, je le gardais pour moi. Et à la fin de l'année, au mois de juin dernier, quand on m'a proposé de reprendre le programme, puisque les 2 personnes qui s'en occupaient partaient, je me suis dit, je me suis vraiment posé la question de savoir si c'était pour moi. Et puis en fait, je me suis dit, ouais, je vais y aller et je vais en faire mon petit laboratoire d'expérimentation, ce que je ne pouvais pas finalement faire au Japon, puisque les méthodes collaboratives au Japon, c'est pas trop dans la culture. Tu vois, on est vraiment sur des méthodes très descendantes, où on ne questionne pas, où on se pose pas trop de questions, où on boit l'information et on la digère à peine et on la recrache telle qu'elle. Voilà, c'est à peine caricaturé, mais c'est un petit peu comme ça. Et donc là, je me suis dit, je vais vraiment faire quelque chose à mon image et que j'ai envie, voilà, je vais me faire plaisir surtout. C'est un métier pour moi qui est vraiment un métier de plaisir, Oui. de rencontres, beaucoup, et un métier où je me fais vraiment plaisir, où je m'amuse. Donc il y avait aussi cette volonté-là. Et donc j'ai recréé ce programme. Je me suis posée. Alors je l'ai pas recréé seule. On est parti à 2. J'ai embarqué avec moi une formatrice. Alors plutôt formatrice terrain, au moins sur la conception pédagogique, Moira, qui a travaillé avec moi sur ce programme, qui elle vraiment était sur l'animation, sur la gestion aussi de la communauté, de ce groupe de 8 femmes que l'on a accompagnées ces 8 derniers mois. Et on s'est posé, on s'est dit qu'est-ce qu'elle avait fait le programme avec nous, on s'est dit qu'est-ce qui nous a plu, pas plu, comment est-ce qu'on reconçoit le truc, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on améliore. Donc on s'est vraiment posé ces questions-là. Et de là, C'est effectivement, excellent ça. voilà. Et donc on a le truc évident qui est vraiment sorti, mais il n'y a même pas besoin de se connecter pour ça, c'était le côté justement échange-partage, de communauté, qui était déjà un peu présent, mais clairement pas suffisant, et on était très 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 frustrés de ne pas en avoir plus. Donc on est parti de ça pour donner vraiment le cœur vraiment du programme, donner vraiment à l'échange et au partage. Et donc je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, on va se débarrasser des contenus, on va faire ce qu'on appelle une classe inversée, on va monter du contenu, l'étoffer, puisqu'on avait voilà, quelques présentations à notre disposition, mais on va vraiment créer quelque chose avec des objectifs pédagogiques au regard des thèmes
donc on a abordé tout au long de l'année pour accompagner ces entrepreneurs, donc qui était la vision que l'on donne à son projet, le cadrage de projet, la concurrence, fixer ses prix, beaucoup autour du storytelling. Qui suis-je? Comment je raconte mon histoire? Comment aborder les réseaux sociaux? Comment se vendre sur les réseaux sociaux? Enfin voilà, ça a été plein de thèmes. Et pour chaque thématique, en fait, l'idée était de recréer un scénario pédagogique avec des objectifs, des contenus. On a travaillé donc sur des contenus digitalisés. Pour chaque thématique, on a créé des Geniali. On a travaillé avec Geniali et Padlet. Et donc chaque thématique, c'était une plateforme Geniali qui était créée avec du contenu sous forme de texte, de vidéo, de voix. Tu vois, j'ai sorti mon micro, j'ai utilisé la voix. Et puis des activités collaboratives pour travailler ensemble, même si on était à distance, entre deux ateliers de pratique, donc qu'on avait gardé et qui étaient mensuels à l'issue du Geniali. Voilà. Donc on a travaillé comme ça. Voilà, ça a été un travail, honnêtement, quand tu fais ce genre de programme et quand tu travailles avec une équipe qui est quand même très très réduite, c'est un truc énorme. Je pense que tu te rends pas compte en fait du travail qu'il y a à faire là-dessus. Tu le fais avec un plaisir fou parce que tu crées tout, tu pars de zéro. Moi, j'adore ça. J'ai toujours beaucoup fait ça dans mes jobs. Et tu prends un plaisir fou à le faire, mais c'est un travail de dingue. Et tu te rends compte à la fin de l'année de tout le boulot que tu as accompli. Tu te dis, j'ai quand même pas, j'ai pas perdu mon temps, tu vois. Mais voilà, on l'a conçu comme ça. Oui. C'est vrai qu'en termes de production, très souvent, le digital, la conception classe inversée, quand on en parle au centre de formation, d'abord, ils veulent nous payer les prestations beaucoup moins chères, et ce temps-là est pas du tout, entre guillemets, valorisé, et on se retrouve dans la situation où on construit énormément de choses dont on a besoin. Alors, sur le terrain, nous, on se rend bien compte que toute cette construction en amont facilite totalement la transmission quand on est en dimension synchrone ou asynchrone, peu importe. Donc on a vraiment, nous, utilisateurs, cette facilité, mais on voit bien que du côté des centres de formation, il n'y a pas de valorisation de ce moment-là, qui est un moment effectivement très très long. Très long parce que d'abord il est solitaire. Et là, j'aimerais que tu me dises un petit peu dans tes expériences, le fait d'avoir toi-même suivi le dispositif, comment ça t'a vraiment aidé? Parce que tu l'as bien dit, ça j'aurais fait comme si, ça j'ai fait. Est-ce que tu as pris des notes? Est-ce que tu as fait un petit récap à la fin? Comment tu t'y es pris là? Alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, le programme tel que moi je l'ai vécu est tellement différent de ce que l'on a pu imaginer. Il faut s'imaginer une chose, c'est que là, je te parle effectivement du programme que l'on a fait avec ces contenus sur Geniali. Quand moi je l'ai fait, en fait, c'était une réunion mensuelle avec donc une présentation avec quelques slides sur la thématique, mais il y avait très très peu de contenu. En fait, on peut vraiment dire qu'on est reparti, qu'on a tout reconçu, et sur la structure, et sur la progression pédagogique, et sur la façon d'embarquer les contenus. On a tout recréé en termes de contenu. On n'avait rien quasiment. Les contenus étaient intéressants parce qu'on avait ce retour d'expérience aussi des deux personnes qui nous accompagnaient et qui étaient elles-mêmes entrepreneurs. Mais finalement, sur la partie contenu, on est parti quasiment de zéro. Donc, on a fait beaucoup de recherches. On a reconçu le programme au regard d'un scénario pédagogique que l'on a établi pour chaque thématique et qui était en fait à la fois pour chaque thématique, donc sur le Geniali. Et ce qui est très important quand on est en classe inversée, c'est que lorsqu'on se retrouve en synchrone, donc en atelier, et là c'était des ateliers workshop collaboratifs, que ce scénario pédagogique ne soit pas décorrélé de ce qui a été proposé lors du Geniali, enfin lors du contenu, tu vois, que ce soit pas autre chose, et qui est bien de la part du formateur ou du facilitateur, un lien qui soit fait, et surtout ne pas se dire que parce que ça a été proposé en contenu sur une plateforme digitalisée, que c'est de l'acquis, tu vois, que c'est ça y est, tout le monde est au tout à fait. courant, et que voilà, on n'a pas, du coup, on revient pas dessus parce que du coup, ça a été vu. Ça, c'est vraiment un gros point d'attention, de se dire qu'il faut que ce qui est proposé, le scénario, il faut toujours faire un scénario pédagogique sur la partie digitalisée, mais que ce scénario-là, il soit aussi corrélé et réponde aussi, il soit en lien avec ce qui est proposé lors de l'atelier,
et surtout qu'il y ait de la réactivation, que l'on travaille, nous, les activités collaboratives en ligne qui étaient proposées dans les Geniali servaient en fait de base de travail aux activités qui étaient proposées lors des ateliers. Voilà. De Oui, en façon... vérité, ils suivent bien toute cette logique qui est de j'ai de la connaissance en premier, j'expérimente et je reviens après en présentiel de manière à ce que toi, en tant que facilitatrice, tu puisses observer les points de friction et venir amener, étayer, remédier s'il y a besoin. C'est bien ça. Exactement. Et tu vois, on utilisait, alors, on avait un petit rituel. Alors, on n'a pas utilisé que Kahoot, hein, mais on a entre autres utilisé cet outil pour créer en fait un petit espace de réactivation qui était généralement placé en début d'atelier. Et là, c'était sous forme de challenge, tu vois, mais c'était des questions, des points clés qui étaient abordés effectivement dans le Geniali. Et on prenait quand même du temps pour, à un moment donné, voir effectivement, moi, ce qui me permettait de voir au regard des réponses, et même des réponses, alors au-delà du clic, hein, mais de ce qui était apporté en termes de contenu oral, là, effectivement, où il y avait des trucs qui pêchaient un petit peu. Et mon job à moi n'était pas forcément de le dire, mais de faire intervenir le reste du groupe pour qu'ils apportent les réponses. Parce que moi, j'aime bien travailler comme ça. Moi, à un moment donné, effectivement, j'ai peut-être la connaissance. Mon job à moi, il n'est pas forcément de le donner, c'est trop facile. Tu vois, je trouve que c'est trop facile. J'apporte mon Oui. complément d'information, mais en dernier lieu. J'aime bien dire au groupe, alors, vous en pensez quoi? Et faire intervenir, faire parler. Et généralement, tu te rends compte d'un truc, c'est que les gens, ils ont la connaissance. C'est pas que tu sois inutile, bien au contraire, hein, tu es là pour piloter, pour guider, pour faire ressortir les choses. Mais généralement, les gens, ils ont cette connaissance-là. Donc, en les faisant échanger autour de ces points-là, bah, tu vois, on étayait sur les points clés de ce contenu. Et ensuite, à partir des activités qui leur avaient été proposées en distanciel tout au long du Geniali, eh bien, on tricotait, j'aime bien le mot de tricoter, tu vois, on tricotait des activités collaboratives qui permettaient au groupe de co-construire, en fait, finalement, au regard de leurs réponses et des éléments, pardon, qu'elles composaient et qu'elles alimentaient, eh bien, elles co-construisaient, elles finissaient de co-construire le contenu de cette thématique-là. Et ça, c'est génial, en fait. Moi, je trouve que c'est de les Eh oui. voir évoluer, de voir qu'elles sortent des trucs qui sont aussi bien que toi, que ce que tu peux leur amener. Moi, j'ai trouvé ça très, très enrichissant d'un point de vue, alors, contenu pur, hein, mais humain, surtout humain d'ailleurs. J'entends plusieurs choses. D'abord, tu as dit que c'était des petits groupes de 8 personnes. Oui. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment tu peux garantir que, alors effectivement, dans le petit groupe, c'est une des réponses, mais comment tu peux garantir que tout le monde va participer et que tu n'auras pas soit de passagers clandestins, soit de personnes en mode fantôme, tu vois? Dans ce groupe, tu as des techniques, tu as des moyens de faire ça? Comment tu t'y prends? Alors, c'est pas de la magie, hein, clairement, et tu peux rien vraiment garantir à 100%. Ça, c'est une chose. Après, c'est ce qui fait que ça, effectivement, ça prend, c'est que tu bâtis ta cohésion de groupe, en fait. Tu l'as bâtie et tu l'as bâtie très tôt, en fait, en amont. Nous, on a commencé à la bâtir quand on a fait les recrutements. Donc, le groupe n'était même pas constitué, mais à chaque fois qu'on avait une personne à qui on expliquait, voilà, qui était intéressée pour rejoindre le programme, l'idée était d'ores et déjà d'apprendre à la découvrir, de savoir pourquoi elle voulait intégrer le programme, savoir si son profil correspondait, si on pouvait vraiment lui apporter quelque chose, et d'ores et déjà d'avoir cet échange en lui expliquant comment on allait travailler, quelles étaient les attentes, quelle était la façon dont elle allait, elle, travailler avec le groupe, et quels étaient les bénéfices justement de cette collaboration. Et ça a été très très important parce que finalement, Lorsque tu les Oui, dis-moi Oh, Laurent. je t'en prie, je voulais juste te dire, lorsque tu les interroges sur leurs intentions, Mm-hmm. est-ce que ce qu'elles te disent en intention, tu le vérifies bien après? Oui, 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 C'est-à-dire, se dire oui, je suis engagé, j'ai un vrai projet, etc. oui. Est-ce que c'est réel? Oui, c'était réel parce que c'était pas juste oui, je suis engagée, j'ai un vrai projet. On avait deux phases en fait dans cette phase de recrutement. On avait une première approche qui était plutôt distanciée, asynchrone, avec un questionnaire où on leur demandait de nous décrire de façon précise en fait leur projet et où elles en étaient en fait de leur démarche entrepreneuriale. Et s'en suivait derrière un échange, alors soit visio, soit en face à face, pour effectivement creuser un petit peu. Et c'est là, tu vois, que
que ton passé de RH et de recruteur te sert beaucoup parce que du coup, tu peux poser des questions qui permettent d'étayer en fait et de savoir où en était le projet. Et il y a effectivement des projets que l'on a refusés parce que pas suffisamment développés et ça n'aurait pas été bénéfique ni pour elle, avant tout pour elle, et ni pour le groupe non plus. Donc ça, c'était effectivement quelque chose d'important. Et ensuite, c'est un travail, je dirais pas quotidien, mais presque, de gestion de communauté, où effectivement, tu sens qu'à un moment donné, il y en a qui décrochent un petit peu. Mais ce qui est normal, enfin, les personnes, on les voit pas tous les jours, on les voit une fois par mois, et le reste du temps, elles sont laissées en toute autonomie derrière, devant leur écran, à faire du contenu, mais elles ont aussi leur vie, du coup, de création de projets, de maman pour la plupart. C'est pas évident, c'est clairement pas évident. Et puis à un moment donné, t'es tenté peut-être aussi de décrocher parce que ton projet piétine, tout ça. Donc tu as tout un travail qui se passe. Nous, on avait un outil de gestion, enfin, gestion de communauté, c'est WhatsApp, mais où tu arrives aussi avec beaucoup de bienveillance, de comprendre que c'est pas forcément évident, et donc d'avoir ces petits messages d'encouragement, de les encourager aussi beaucoup quand elles rendent des activités collaboratives, de voir que finalement les activités, il y en a qui patinent un petit peu, qui tardent à rendre leur réponse sur le Padlet, donc d'encourager plus que de fouetter, tu vois. C'est de l'encouragement, de l'assurance et puis la félicitation, la célébration aussi voilà, des réponses qui sont apportées. Et puis tout au long du mois qui se déroule, tu vois, de mettre des petits messages d'encouragement, de veille aussi, de les accompagner, de leur trouver des choses qui peuvent alimenter leur projet, de façon à les encourager tout au long du mois. Mais c'est super Très important. bien. Oui. Je disais un vrai travail de tutorat en ligne, là. On Mais est vraiment dans complètement, cet complètement. accompagnement distancié. Oui, oui, C'est oui. hyper important, c'est la présence à distance. Ouais, mais c'est super important, il faut être présent en fait. Alors la difficulté, c'est qu'il ne faut pas trop l'être pour pas étouffer, clairement. Et puis tu vois, enfin, je vais être un peu vulgaire, mais de pas saouler, tu vois. Clairement, il faut vraiment être là. Il faut avoir la bonne distance pour encourager, motiver, engager, sans non plus étouffer. Tu vois, c'est le truc et c'est pas évident, c'est pas Oui. évident, clairement. Ouais. Et Voilà. oui, il faut toujours laisser faire plutôt que faire à leur place. Donc du coup, quand tu vois Oui. qu'ils patinent, on Mhm. est vraiment dans cette émulation où il faut qu'ils engagent et pas que Mhm. toi tu fasses à la place ou que tu amènes des solutions, ce qui est contre-productif. Oui, oui, complètement. Et notre job à ce moment-là, il était sur les activités, tu vois, parce que c'était des propositions, clairement que voilà, elles allaient chercher des réponses, elles proposaient des réponses à l'ensemble du groupe. Et notre job à ce moment-là était effectivement d'apporter un peu d'eau au moulin, de compléter, d'expliquer, de donner en fait notre point de vue pour le coup d'expert sur le domaine. Mais tout autant, en fait, je te dis d'encourager, c'était très important systématiquement d'encourager, de féliciter parce que c'est pas évident quand tu es apprenant d'être de l'autre côté et de te motiver à faire des choses alors que tu vois pas le groupe d'un mois, quoi. Mais mais enfin, je pense que ça a été une réussite parce qu'on les a vus semaine dernière, c'était l'atelier bilan et c'est ce qui est ressorti en fait. Je leur ai fait faire une petite activité bilan avec des mots-clés qui étaient importants pour elles et le côté de la cohésion, la communauté, le groupe, la solidarité, la sororité. Ce sont des mots qui sont revenus très souvent. On a créé dans cette activité une cohésion, une équipe. Oui. Est-ce que les personnes gardent cette dimension de travailler ensemble, bien que ce soit tous des indépendants? Est-ce qu'ils Mhm. retournent à leur solitude? Est-ce qu'ils restent dans ce réseau, déjà, qui est un réseau engagé? Mhm. Alors, c'est un peu la difficulté parce que finalement, on est dans un réseau d'expatriés. Donc, à un moment donné, il est très rare, en fait, que les personnes restent 10 ans, 20 ans. Il y en a quelques-unes, bien entendu, mais sur un réseau d'expatriés, il y a effectivement des départs. Mais je vais te donner l'exemple pourtant, tu vois, mon exemple à moi, j'avais fait la promotion d'avant, qui pourtant, tu vois, n'était pas travaillée spécifiquement autour de la cohésion. Il y avait bien moins de travail à ce niveau-là mais on a quand même gardé, puisqu'on avait trouvé vraiment le bénéfice de la communauté. Et aujourd'hui encore, on a gardé notre groupe WhatsApp. Et dès qu'on a un souci, enfin un souci ou en tout cas une problématique, le premier réflexe que l'on peut avoir, c'est de contacter en fait la communauté pour avoir leur avis, pour avoir leur soutien. Donc oui, ça perdure. Et après, je pense qu'il y a un travail supplémentaire à faire parce que là, ça reste à l'échelle
je dirais, du groupe constitué. Mais mon objectif à moi, par exemple, ça serait de développer ça de façon beaucoup plus généralisée. Et l'idée, en fait, l'idéal, ce serait de travailler de façon plus creusée autour de la communauté globale de toutes les personnes qui ont développé un projet d'entreprise au sein de ce réseau. Ouais. Donc ça, c'est le prochain objectif. Créer un maillage. Ouais, complètement. Et c'est ce qu'on a commencé à faire sur le dernier atelier où on avait, en fait, pour l'atelier bilan, on avait invité la promotion d'avant pour croiser les regards de personnes qui avaient suivi le programme et qui étaient en sortie de programme et qui étaient donc encore dans la fraîcheur du j'ai fait le programme, et puis des personnes qui l'avaient fait un an avant et qui avaient déjà leur activité qui était quand même lancée, et pour croiser ces regards-là et pour créer ce maillage-là, effectivement, et donner envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a initié il y a quelques jours. Voilà. Tu parles d'une activité de bilan, de fin d'accompagnement, parce que j'appelle ça plus de l'accompagnement, moi. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont comme roadmap là quand ils sortent? Parce que c'est là que tout commence, enfin, où tout continue. Comment tu garantis ou comment tu les aides à pérenniser seuls, sans cet accompagnement, cette dynamique que tu leur as insufflée? C'est difficile parce que après charge aussi, tu vois, c'est là la limite de l'accompagnement et parce qu'on est quand même entrepreneur, donc à un moment donné, il faut lâcher la main. Tu peux pas non plus tenir la main indéfiniment. L'idée, jusque-là, il n'y avait rien de fait. Pour tout te dire, jusque-là, il n'y avait rien de fait. Et dans l'idée, ça serait de pouvoir continuer à accompagner, à apprendre ensemble sur des thématiques phares de la vie de l'entrepreneur au travers d'ateliers d'apprentissage entre pairs. Voilà. Donc ça, c'est des solutions qui existent et qui sont proposées, qui ne sont pas encore mises en place parce que c'est la première fois aussi qu'un tel programme a été proposé au sein de Phage. Et l'idée, en fait, c'est d'aller effectivement, et c'est une question, et tu as tout à fait raison parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée, même les entrepreneurs au sein du réseau qui n'avaient pas forcément fait ce programme-là, mais venaient me solliciter en me disant, mais en fait, pour nous, on fait quoi ? Et en sortant de ce programme-là, c'est quoi la suite ? Comment est-ce qu'on est accompagné ? Et c'est une réponse pour laquelle, que l'on n'avait pas encore aujourd'hui. Moi, ça me taraudait aussi, pour tout te dire, de m'être autant investi dans un programme comme ça et de me dire que mais finalement, après, il se passe quoi ? Donc, effectivement, c'est des choses auxquelles on réfléchit sur un accompagnement différent, mais via des workshops, d'ateliers d'apprentissage entre eux. Oui, ça peut être aussi la constitution d'un réseau d'alumni, un petit peu. Hein. Ils se regroupent. Ça peut être, l'autre jour, j'avais vu une expérience qui était assez intéressante où il y avait, entre guillemets, de l'update ou de l'upgrade de ce qui avait été enseigné. Tu sais, il y a des nouvelles pratiques, il y a des nouvelles lois, il y a des nouvelles choses. C'était des petits ateliers qui venaient rechercher les anciens. Et ça marche assez bien, ce genre de choses. Voilà, l'idée, c'est ça, en fait. Ça serait pas uniquement dédié à cette promotion-là, mais aux différentes promotions et puis les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui veulent rejoindre ces apprentissages, enfin ces groupes-là d'apprentissage. Mais c'est important effectivement et surtout au-delà de cette communauté-là, je trouve que d'aller se mélanger aussi à d'autres avec qui on ne travaille pas, que l'on ne connaît pas, c'est aussi très très enrichissant parce que finalement à travailler alors toujours avec le même groupe, on prend des habitudes, on finit par se connaître et quelque part on ne se renouvelle pas toujours. Voilà, ça peut être ça peut être un frein aussi. Et moi, j'aime bien aller chercher des nouvelles personnes pour avoir de nouveaux points de vue, pour apprendre de nouvelles choses et me confronter finalement à des points de vue que je ne connais pas toujours, une façon de faire que je ne connais pas toujours. Tu nous as parlé dans la phase distancielle de l'utilisation de Geniali. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, de façon un petit peu succincte, comment est un peu organisée cette phase ? Est-ce que c'est des ressources avec des quiz, etc. Comment s'est construit un petit peu cette partie-là ? Ah bah alors, la phase déjà, elle est construite autour d'un scénario pédagogique avec mes objectifs, avec différentes au regard d'une problématique à identifier. Donc là, je te fais une supposition. Qu'est-ce qu'on a fait le brand content et les réseaux sociaux. Donc, quelle est la problématique aujourd'hui soulevée et vers quoi, d'un point de vue global, quel objectif je veux emmener mes apprenants. Et du coup, après, le scénario se décline en objectifs pédagogiques avec le contenu associé, avec les activités effectivement à distance que je veux proposer ou pas, les différents moyens que je vais utiliser. Donc, on parlait tout à l'heure effectivement de texte, de la vidéo,
de la voix, donc comment est-ce que je vais positionner un petit peu tout ça par rapport au contenu que je vais aller identifier. Du contenu aussi que je suis allée sourcer et que je propose en contenu additionnel, donc pour aller plus loin. Et puis effectivement pour chaque des activités, alors ça peut être des quiz, et puis après il y avait 2 grosses activités dont je te parlais tout à l'heure, qui était l'activité d'atelier, qui était l'activité phare de réflexion pour préparer l'atelier suivant, et l'activité Padlet, donc sur lequel on envoyait donc sur Padlet, qui étaient des activités de recherche sur le sujet, donc de co-construction, de partage d'opinions, de partage d'avis, tout ça. Donc voilà, il y avait deux grosses activités, et puis sinon effectivement des petites activités quiz qui jalonnaient un petit peu les différents contenus. Ce qui est très important en fait quand tu fais un truc comme ça à distance, c'est de bien jalonner et de bien avoir en tête le temps en fait que les personnes ont pour étudier le document. Là, elles avaient un mois, et au regard en fait de leur activité, on avait pu effectivement estimer voilà le temps qu'elles pouvaient passer sur ce Geniali. Alors on était un peu en phase, on essuyait les plâtres, c'était la première année, donc voilà, on tâtonnait un petit peu, mais on a essayé de l'estimer au mieux, parce que quand un truc comme ça, l'idée c'est de pas surcharger la personne qui va passer du temps sur le contenu, mais qu'elle ait bien le temps et qu'elle y prenne du plaisir aussi, et qu'elle le fasse tranquillement, plutôt que de lui donner voilà tout le contenu en disant elle se débrouille, de toute façon c'est à distance, donc on y va, on charge la mule et elle se débrouille. Mais au contraire, d'avoir un contenu qui soit digeste, pour que la personne ait le temps de le lire, de faire les exercices, et vienne en fait avec un maximum de billes en fait en atelier. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on appelle prendre en compte l'écologie de la personne. Là, on parle de femmes. Qui dit femme dit foyer, dit enfant, dit activité professionnelle, parce que préparer son entreprise, c'est une activité professionnelle. Donc du coup, on faut pas qu'on pense en tant que concepteur pédagogique qu'ils ont 100% du temps, quoi. Et ça, c'est bien de le souligner, parce que c'est quelque chose des fois qui met les gens en difficulté, parce que ils n'ont pas le temps, et puis on tient pas compte justement des obligations qu'ils ont dans leur vie, dans leur vie privée, entre guillemets. Tout à fait. Donc ça, oui, c'est super important, ça. Et d'où l'idée effectivement d'avoir une bonne connaissance de ton public en amont, parce que ça effectivement c'est un truc à prendre en compte, et surtout se dire c'est pas parce que c'est du distanciel, c'est de la synchrone, que du coup on va pouvoir tout mettre dedans, voilà, et puis voilà, charge à la personne qui va lire, à l'apprenant de trier, de faire le tri, de prendre ce qu'elle veut, et puis elle se débrouille. Non, en fait il faut vraiment avoir en tête ce scénario pédagogique là, tes objectifs, avoir vraiment des objectifs précis, et de donner le contenu, le juste contenu. Voilà, le juste, vraiment ce qu'il faut, l'essentiel. Et après, bon, tu peux donner, nous c'est ce qu'on faisait, des contenus additionnels pour celles qui veulent aller plus loin. Mais vraiment donner la base de travail, et puis après on tricote autour. Mais vraiment faire attention à ça, parce que ça peut rapidement déraper, et puis les gens se dégoûter en fait d'avoir trop de choses à faire. Et puis après, il y a un petit piège que moi j'avais observé aussi, c'est que dans les contenus additionnels, ce qui était optionnel, entre guillemets, les activités derrière qu'on proposait étaient totalement dépendantes du fait d'avoir eu accès à ces contenus optionnels. Ce qui fait que ça n'a pas de sens, parce que c'était plus optionnel. Et ça aussi, c'est un point d'attention. Quand c'est optionnel, quoi. Voilà. C'est-à-dire que l'activité qu'on va proposer, la réflexion qu'on va demander, doit être sur ce qu'on a proposé initialement, accessible à tous. Exactement. On a en préparant un petit peu tous les deux, on avait évoqué quelque chose, peut-être tu peux nous en parler, la puissance de l'écriture, faire écrire les gens. Ah oui. Alors du coup, lorsqu'elles étaient à distance, elles écrivaient, en tout cas on ne le voyait pas. Mais c'est vrai que lorsqu'on a fait les ateliers, systématiquement, alors ça peut paraître un peu vieillot, obsolète, parce qu'on n'utilisait pas les ordinateurs. Moi, je sortais mes feutres, mes fiches, mes grandes affiches A3, et pourtant j'aime bien le digital. J'adore ça. J'aime bien aller découvrir des nouvelles choses, et comment est-ce qu'on peut exploiter plein de trucs. Je ne suis pas du tout, je ne fais pas du tout de rétention par rapport à ça. Mais pour moi, l'écriture, c'est vraiment très très important.
Et du coup, on avait, lors de ces ateliers, elles écrivaient beaucoup, elles écrivaient les activités qu'elles pouvaient produire, tu vois, elles produisaient des affiches, et parfois on faisait des groupes tournants. Moi, je m'inspire beaucoup des méthodes d'agilité quand je fais mes ateliers, et entre autres de ce qu'on appelle les liberating structures, et qui sont des activités en fait de co-construction, d'échange, de partage et d'inclusion. Et je m'en suis beaucoup inspirée aussi pour faire ces ateliers-là, pour proposer des activités lors des ateliers, des workshops. Et donc, effectivement, elles écrivaient beaucoup. Parfois, d'ailleurs, elles continuaient les affiches faites par le groupe d'avant, puisque c'était des groupes tournants. Et ce qui devenait quelque part, alors pas une pièce, pas une œuvre d'art, hein, mais c'était joli de voir plein de couleurs et de voir des écritures différentes qui composaient l'identité, en fait, des groupes qui avaient travaillé dessus, et la présentation, voilà, du truc fait après. Alors après, c'était toujours même un petit truc, un petit joke entre nous, c'est-à-dire on n'arrive pas à te lire, machin, mais tu vois, il y avait vraiment une âme en fait qui ressortait de ça, et je trouve que c'est important ne serait-ce que pour la réflexion, de faire écrire. Voilà. On a eu un autre mot dans nos échanges qui, moi, me paraît très fort, c'est le mot de chef-d'œuvre. Ah oui. Dis-moi un petit peu, dans ce chef-d'œuvre, célébration, tu m'as parlé de ça plusieurs fois, c'est revenu dans notre échange. Oui, alors le chef-d'œuvre, alors oui, je vois peut-être de quoi tu parles, c'est l'activité peut-être que je leur ai fait. Alors c'était pas des chefs-d'œuvre, mais je leur en ai fait faire deux. Premier atelier, dernier atelier. Premier atelier en co-construction. Pour moi, c'était important de leur faire déjà toucher du doigt ce qui était une activité collaborative, l'intelligence collective, de pas juste en parler pour dire vous allez voir, ça va être génial, on va super bien s'amuser, vous allez ressortir avec plein de voilà. Pour moi, voilà, le faire. Non, mettre les mains dans le cambouis, c'est beaucoup plus parlant. Donc, première activité, lorsqu'elles se sont rencontrées, on leur a fait créer leur charte de travail, leur charte d'engagement, mais qui leur était propre en fait, propre à ce groupe-là. Donc c'était, et je te parle de chef-d'œuvre en fait parce que pour le coup, elles ont travaillé à la main, elles ont écrit leurs affiches et moi je les ai derrière mises en musique avec des jolies, voilà, sur une affiche qu'elles ont gardée ensuite. Mais c'était important pour moi de les faire travailler très en amont en fait sur ce qu'était leur groupe et leur identité de groupe. Et je les ai fait travailler à ce moment-là sur 2 points pour créer cette charte, sur leur peur d'entrepreneur et leur motivation d'entrepreneur. Et donc elles ont travaillé là-dessus, Oui. et elles en ont fait leur charte d'identité. Et qu'on a mis en musique, qu'on a mis en affiche avec des jolies couleurs et des jolis dessins, et elles l'ont gardé. Donc ça, c'était la première chose. Et la dernière chose qu'on leur a proposée sur le dernier atelier, c'était, j'avais fait une affiche avec des petites feuilles, et donc des feuilles d'érable, des feuilles de ginkgo qui sont très particulières et très valorisées au Japon. Et l'idée, en fait, c'était que chacune aille mettre des mots-clés dans ces feuilles, des mots-clés qui évoquaient pour elle ce qu'était le groupe, ce qu'était le programme, comment est-ce qu'elle l'avait vécu, mais juste un mot, tu vois, il fallait vraiment réfléchir là-dessus et vraiment être très, très synthétique. Et donc, je te dis, voilà, sororité, communauté, soutien, tout ça, c'est des choses qui sont osées aussi, parce que oser est revenu très souvent, parce que c'était le mot, en fait, qui était revenu et qui ressortait le plus souvent de leur charte d'engagement. Et c'est resté toute l'année, en fait, ce mot oser. Et donc, il est ressorti naturellement sur l'activité bilan. Et de cette feuille qui, là encore, était écrite, hein, elles avaient écrit à la main dans les feuilles. Moi, j'en ai fait une affiche qu'on leur a donnée aussi en souvenir. Voilà, donc c'est leur chef-d'œuvre à elles. Très bien. Ça, c'est de la vraie célébration. Oui, et puis c'est... moi, ce que j'aime, en fait, c'est de la célébration qui est sincère, puisque chacune amène un truc à elle. Et surtout, c'est authentique parce que ça ne ressemble qu'au groupe. L'année prochaine, le groupe existera encore, enfin un autre groupe va arriver, une autre promotion, mais ça sera pas la même chose, tu vois. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui leur appartient à elles et que tu gardes. Et ça, c'est important parce que c'est des choses auxquelles tu te raccroches aussi dans ta vie d'entrepreneur, dans lequel il n'y a pas toujours des hauts, mais c'est des choses auxquelles tu te raccroches et qui peuvent te rebooster à un moment donné, tu vois. Dis-moi, Cécile, qu'est-ce que toi, tu retiens de cette expérience? Personnellement, je parle. Personnellement, moi, ça m'a fait grandir. Alors, à titre personnel, je te disais tout à l'heure, c'est un truc que j'ai hésité à y aller parce que je me suis dit, est-ce que j'en suis capable? Bah, tu vois, au bout d'un an, je me suis dit, oui, finalement, j'en suis capable. Et j'ai pris un plaisir fou à le faire. Voilà.
Ça, c'est aussi un apprentissage. Moi, si j'ai fait ce métier-là, c'est vraiment pour prendre du plaisir, pour faire grandir les gens. Il y a un truc que j'aurais pas aimé du tout, c'est me positionner justement comme experte qui vient délivrer son savoir, parce que déjà, je n'ai pas tout le savoir nécessaire et que j'aime bien faire travailler les gens. Mais le plaisir que j'ai pris à voir ces personnes grandir, évoluer tout au long de l'année, c'est vraiment le principal apprentissage. Et je me dire que finalement, je me suis pas trompée en prenant le programme, et je me suis pas trompée non plus en changeant de métier un jour en me disant c'est vraiment ce que je veux faire, c'est accompagner les gens. Donc ça, c'est vraiment l'apprentissage, mon apprentissage à moi, ce que j'en ai retiré, que j'ai envie d'aller plus loin, que j'ai envie de tester d'autres choses, qu'il faut pas avoir peur de tester, de se dire voilà, c'est un projet qui me parle, donc j'ai envie d'y aller. Donc ça aussi, c'est un de mes principaux apprentissages que moi aussi, tu vois, j'ai envie de faire comme elle, j'ai envie d'oser et d'aller plus loin, de faire d'autres choses et de tester d'autres choses. Mais toujours en restant dans le domaine de l'apprentissage et de faire pousser, de faire grandir les autres. Voilà. Dis-moi, j'entends que tu aimes partager, tu aimes donner, tu aimes offrir. Oui. Il y a quelque chose que tu nous partages très régulièrement, c'est la minute pédago. Oui. Tu veux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. La minute pédago qui n'a pas failli exister parce que finalement j'étais pas du tout, j'étais pas partie du tout, j'avais même pas du tout dans l'idée de la faire. Et la minute pédago, elle est née du fait que je me suis rendu compte qu'ici, faire mon projet, en tout cas faire mon métier comme je l'avais imaginé au départ, n'était pas forcément possible. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, finalement, pour garder le contact avec ma communauté de formateurs ou de gens dans le domaine de la formation et de la pédagogie en France, je fais comment? Et puis, je me suis dit, pourquoi pas les réseaux sociaux? J'utilisais un petit peu, mais plus à vocation d'échange, de développement de réseau, mais pas du tout à vocation de développement de contenu. Donc là encore, j'ai beaucoup observé, j'ai regardé, j'ai testé, j'ai tâtonné, et puis j'ai effectivement lancé la Minute Pédago il y a un an quasiment, voilà, petit à petit, et puis ça prend de plus en plus. Et j'ai lancé cette Minute Pédago avec deux objectifs. Le premier, c'est effectivement de garder ce lien avec ma communauté en France, de continuer à partager, de finalement travailler, œuvrer auprès des formateurs que je n'aborde plus, en tout cas pas pour l'instant, de continuer à faire ce que je faisais, de travailler autour des partages autour de la pédagogie. Et puis, il y avait une volonté aussi d'expérimenter aussi une autre façon d'apprendre au travers des réseaux, au travers de ces réseaux qui constituent aujourd'hui quand même, et du digital, qui sont quand même au cœur des outils de la formation, et de savoir comment, avec LinkedIn, on pouvait avoir cet outil. Est-ce que ça pouvait être un outil pédagogique? Est-ce qu'on pouvait apprendre? Qu'est-ce qu'on pouvait apprendre? Qui pouvait apprendre? Donc, c'était plutôt, tu vois, une expérience pour moi d'apprentissage. Et puis voilà, ça a bien. Donc je suis contente. Quand j'ai vu ce que tu proposais dans la Minute Pédago, Mmh. j'ai tout de suite vu la relation avec la formation de formateur, parce que Oui, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait des cours qui sont condensés, oui, où on te donne vraiment l'essentiel. Va oui. chercher ça dans ce domaine, dans cette thématique. Et je trouvais ça, et je trouve toujours ça d'ailleurs super bien. Et je découvre, à chaque fois, je découvre quelque chose dans ce que tu proposes. C'est Alors que c'est gentil. mon métier de tous les jours, Oui, tu vois. je le fais. Alors, je m'inspire beaucoup, moi, de ce que je fais. Mes posts, mes idées de posts, ils viennent aussi beaucoup pour l'essentiel de ce que je vis en formation, de ce que je propose en formation, des réflexions que je peux avoir. Tu vois, les derniers posts, il y en avait un sur Oui. c'était une expérience que j'avais proposée, c'est-à-dire qu'il y avait une des apprenantes qui était beaucoup plus calée que moi, et que Moira, qui m'accompagne sur le programme, sur Instagram, et comment faire des vidéos Instagram. Naturellement, on a laissé la place, on lui a laissé la place à Agathe, on lui a dit, vas-y, anime la session, anime le module sur je fais des vidéos sur Instagram. Et voilà, donc ça en est devenu un poste, tu vois, et c'est ce que je vis, mes réflexions de formateur, de facilitateur, que je propose aussi, et que je propose, et l'idée est de créer cette conversation autour de ces postes-là pour que d'autres alimentent aussi, viennent compléter. Moi, c'est ce que j'aime, tu vois, en toute bienveillance. Ça, c'est un truc qui est super important. Moi, j'aime créer Oui. des conversations, mais comme dans mes salles de formation, l'idée, c'est que chacun vienne avec son parcours, avec son opinion, mais avec aussi beaucoup de respect. Et respect de l'autre. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident parce qu'on s'enflamme un petit peu et très facilement. Mais ça, pour moi, c'est super important que chacun vienne avec beaucoup de respect et de courtoisie et échange en toute intelligence. Voilà.
Mais tu as raison. Oui, Vas-y. je t'en prie, excuse-moi. Non, je disais que... Je disais qu'il y a quelque chose... Vas-y, loin. Vas-y. Non, dis-moi. Ouais, je te disais, ce qui est remarquable et ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est pourquoi tes posts captivent les gens. Ça vient tout simplement du fait de ce qu'on appelle la congruence. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a des tonnes de personnes qui parlent de choses qu'en vérité, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas expérimenté. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui tout d'un coup faisait l'apologie de ce qui était la classe inversée. Moi, je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu peux nous partager une expérience où tu l'as mis en œuvre et puis voilà, comment ça s'est passé? Et derrière, le vide abyssal, quoi. Parce qu'en vérité, il ne s'est rien passé. Il y a tout un groupe de personnes qui racontent de fausses histoires et qui rebondissent sur l'air du temps. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un avec une vraie congruence où on comprend de façon inconsciente que ce qu'on nous raconte, c'est quelque chose qui a été vécu parce qu'on y voit des choses extraordinaires, on y voit des petites faiblesses, on y voit des remises en question. On ne voit pas quelque chose genre je te raconte comment la recette elle va bien se passer à tous les coups, quoi. Et c'est vraiment ça dans tes posts qui fait que inconsciemment au démarrage, on se dit c'est vachement bien ce qu'elle nous raconte, je pourrais faire pareil. Et je crois qu'il faut en parler, qu'il faut dans notre fort intérieur soutenir, aller se nourrir parce que la vraie nourriture est là. Et pas être focalisé sur des contenus en vérité qui sont complètement pas utilisés, où les gens viennent nous faire des pseudo-experts là qui sont autoproclamés, qui viennent nous raconter des histoires qu'ils n'ont jamais vécues en vrai. Et ça se ressent qu'ils les ont jamais vécues. On est, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'empathie dedans. Il n'y a pas de congruence. Il n'y a pas cette envie de te poser la question. Moi, quand je lis ce que tu fais, j'ai envie de te dire, et c'est pour ça que je suis allé te chercher pour ce podcast, comment avec tant de bienveillance, tant d'humilité, on peut passer autant de choses aussi puissantes, aussi réelles, et qui vraiment soutiennent ce qui est notre métier, c'est-à-dire être des facilitateurs pour permettre aux gens d'apprendre. C'est ça la clé. Et moi, je te remercie de ce partage, de cette posture, parce que c'est pour moi la seule qui tienne aujourd'hui. C'est très très gentil et la façon dont je construis mes posts, la façon dont je construis aussi mes formations, tu vois, tu me dis qu'il y a l'essentiel, mais c'est vrai que lorsque j'utilise des présentations, par exemple, elles sont construites de la même façon. Alors il y a moins d'illustrations, mais il y a toujours, tu vois, j'injecte pas mal d'humour dans mes formations. J'aime bien faire les trucs de façon détendue. Et quand je fais des présentations, c'est effectivement pour garder l'essentiel. Il y a un truc qui est très très important pour moi, c'est le fait de ne pas surcharger une slide, par exemple, pour la bonne lecture du truc, la bonne compréhension, et avoir une complémentarité avec ce que je peux raconter, pour qu'il y ait une meilleure mémorisation. Et la façon finalement dont je présente mes posts, c'est ce que je suis dans la vie, c'est la façon dont je forme, dont j'accompagne, dont je facilite. Et donc, en fait, voilà, il y a un truc de vrai, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de moi, et que ce sont des choses que je vis. Et typiquement, il y a des posts que je ne ferai pas, ou des trucs très creusés, par exemple, pourtant, qui ont le vent en poupe, par exemple, sur les neurosciences. Tu vois, j'irai pas t'expliquer le fonctionnement du cerveau parce que je ne suis pas experte, parce que j'ai pas envie de raconter des bêtises, il y a des gens qui le font bien mieux que moi, et que ce que je dis, j'irai le chercher ailleurs et j'en vois pas l'utilité. Et surtout, je sais pas de quoi je parle. Tu vois, il y a des trucs, j'ai quelques bases, mais clairement pas, je suis pas une experte, quoi. Il y en a d'autres qui le sont pour moi. On a vraiment cette volonté dans le podcast de la formation de partager des expériences, qui dit expérience dit réalité, qui fonctionnent dans toutes leurs dimensions, avec leurs hésitations, avec leurs réussites. Et c'est réellement ce qu'on veut partager. Et c'est ce qu'aujourd'hui tu nous as partagé. Et écoute, ça pourrait durer des heures, là, notre conversation. Moi, j'ai énormément de points que tu as évoqués, sur lesquels on pourrait faire un épisode de podcast à chaque fois. Et est-ce qu'il y a quelque chose... Tu sais, tu m'invites, je viens, tu sais, je suis pas comme ça. Je crois que ça va être largement possible, parce qu'on va vraiment avoir... moi, j'ai vraiment des approfondissements dont j'aimerais parler, et j'aimerais bien que ce soit toi qui nous en parles. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dont tu voudrais nous parler, là, maintenant, en fin de podcast ?
Est-ce que tu pourrais donner un conseil à des formateurs ou des formatrices qui voudraient peut-être se lancer, qui voudraient peut-être prendre une posture un peu différente? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors que ceux qui veulent se lancer ou prendre une posture différente, la réflexion que je me faisais il n'y a pas très très longtemps, tu vois, même par rapport au groupe. Souvent, moi, j'ai des gens qui m'écrivent suite à la minute pédago et qui se reconvertissent, qui vont, et comme j'ai pu le faire aussi, qui vont vers ce métier-là. Le seul conseil que je pourrais leur donner, moi, c'est de pas faire ce métier s'ils ont pas je dis pas ça de façon là encore bullshit, mais un vrai intérêt pour les autres, en fait, voilà, un vrai amour pour les gens. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important si tu fais ce métier-là. Parce qu'à un moment donné, tu as un manque de reconnaissance et que tu vas être sur le devant de la scène. Je pense que c'est pas le bon métier. Il faut vraiment le faire avec une envie d'accompagner, une envie de faire grandir, tout en restant un petit peu en décalage, parce que c'est pas toi qui sera au centre du truc, ça sera tes apprenants. Et ça, je pense que c'est très important. Il y a des gens qui font ce métier-là parce que, ben voilà, ils ont envie de faire le show, ils ont envie d'être là, ils ont envie de donner de leur expertise. C'est important, mais je pense que le plus important, c'est vraiment d'être là pour les autres. On s'en rend pas toujours compte, mais après voilà, il y a plein de conseils que je pourrais donner. Et j'aime bien échanger et prendre aussi du retour. Je ne suis pas uniquement là pour donner des choses, mais j'aime bien qu'on fasse des retours d'expérience pour que j'apprenne moi aussi. Mais donc du coup, de pas être là que pour soi. Voilà. Eh bien, écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion. Je te remercie, Cécile, d'être venue nous partager, nous offrir de ton temps depuis Tokyo. Hein, Oui. ça, c'était une première pour moi. Mais tu Eh as bien, Laurent, tu as fait oui, Montréal il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu. oui, tout à fait. On se promène un peu en ce moment. Mais c'est marrant, c'est toujours des Lyonnais. Oui, Ce tu vois. serait le gang des Lyonnais? Exactement, c'est le gang des Lyonnais. Ouais, parce que on a Sophie Lazare qui va venir nous parler de Global d'ici très peu de temps. Mm. Donc on est encore sur du Il y a du Lyonnais. bon, il y a du bon à Lyon. Et exactement, exactement. Là, on peut que le vérifier. Ouais. Maintenant, la porte est ouverte à tous les autres Lyonnais que je ne connais pas encore. Ah, c'est bon, c'est Eh bien, bon. écoutez, je te remercie et puis je donne rendez-vous à tous nos auditeurs et nos auditrices pour un prochain épisode de ce podcast de la formation, en espérant qu'ils ont pris beaucoup de plaisir. Mais j'espère aussi. À Merci. bientôt sur le podcast de la formation. Merci beaucoup, Laurent.